paysagiste est quelqu'un qui transforme un lieu et un lieu a toujours une histoire. Chaque inauguration, tout le monde est content, la chose est finie, on peut commencer à l'utiliser, mais au début, c'est moche, quoi. C'est très dur. Donc pour moi, ce décalage entre l'image que je me fabrique et le réel, le temps qu'il se met en place, c'est toujours douloureux. Et comme c'est lent et que la vie d'un homme, c'est pas très long, Mmh. c'est un peu à vie, quoi. On est toujours en décalage. Des choses que j'ai fait, disons les premières choses ont peut-être à peu près une trentaine d'années, il y a des trucs qui commencent à être bien, mais 30 ans, c'est pas grand-chose non plus. Les beaux parcs ont des siècles. Bienvenue sur Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ennakla et toutes les 2 semaines, je vous invite à parcourir la ville et partager un moment avec celles et ceux qui font de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. Bienvenue sur Daily Green. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Daily Green. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Michel Desvignes, architecte paysagiste, l'un des grands noms du paysage urbain en France et dans le monde. Son agence a travaillé sur le vieux port de Marseille, sur le plateau de Saclay et en ce moment même sur la métamorphose de Paris-La Défense, cet immense parc sur dalle. Bonjour Michel, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien Mais et écoutez, merci. Merci de nous donner la parole. j'en suis ravi. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Alors j'aimerais commencer par une question, à savoir que doivent savoir nos auditeurs sur vous pour mieux comprendre votre parcours et vos réalisations? Alors, voilà, je suis paysagiste, ça fait, 40 ans même que je suis paysagiste, mais j'ai la chance d'être entouré, bureau finalement d'une cinquantaine de personnes, beaucoup de gens évidemment jeunes et donc c'est un bureau, d'architectes paysagistes qui travaillent dans de très nombreux pays. On a travaillé, pendant toutes ces années que je citais dans une trentaine de pays, donc on a cette, ce goût pour rencontrer des situations nouvelles et pour mettre toutes ces situations ensemble. Je sais pas comment le dire autrement. J'aime bien juste, c'est une petite phrase que j'aime citer, c'est, «Nous ne sommes pas des exportateurs, nous sommes des explorateurs». Ça fait une grande différence et je prétends que notre capacité, c'est celle de beaucoup de paysagistes en France, c'est la capacité d'observer des territoires, de comprendre ce qu'ils sont, de comprendre, les raisons qui font qu'ils sont ce qu'on observe et d'utiliser à la fois cette, connaissance, peut-être parfois les mécanismes qui sont mis en jeu pour, les transformer. Donc et alors, pour le dire autrement, je crois quand même que c'est ce qui définit vraiment l'école française des paysagistes, c'est et c'est lié à des, je dirais, à nos professeurs, Michel Courajou qui est décédé, mais qui était vraiment le paysagiste qui a redonné vraiment de la qualité à ce métier. C'est cette notion d'abord que que nous transformons les sites. Un paysagiste n'est pas un designer qui fait un objet, un paysagiste est quelqu'un qui transforme un lieu et un lieu a toujours une histoire, un lieu a toujours des éléments avec lesquels nous devons jouer, des préexistences. Il a toujours un environnement qui nous inspire et donc notre travail, c'est surtout d'observer et de transposer ce que l'on observe autour pour transformer effectivement, les lieux dans lesquels nous vivons parce que les fonctions changent, les usages changent, l'échelle change et c'est cet, art de la transformation est ce qui définit, je crois, le plus, l'école française des paysagistes. Donc je me situe complètement dans cette chose-là avec peut-être, cette particularité que ces dernières décennies nous ont permis, et on espère que ça dure, de voyager beaucoup, d'être dans des situations très diverses, très contrastées et peut-être grâce à ces déplacements, à être capable d'observer les singularités, les spécificités de ces situations très contrastées. C'est peut-être un dernier mot pour parler de cela. C'est quand même très étonnant aujourd'hui, vous voyez, pour moi, je travaille à la fois évidemment au Moyen-Orient, en Inde,
travaillé au Japon, travaillé aux États-Unis, dans de nombreux pays européens, en même temps, aujourd'hui, sur des problématiques qui sont, elles, universelles forcément. Nous sommes tous des humains vivant dans des villes et tout de même avec des cultures très distinctes, avec des moments très distincts et nous devons être cohérents. C'est-à-dire qu'on n'a pas de double langage, c'est là où nous ne sommes pas exportateurs. Je pense qu'on peut vendre des iPhones dans des endroits très reculés de l'Inde et à Tokyo et à Copenhague. Mais nous, c'est pas pareil. On peut pas vendre le même objet, c'est autre chose dont il s'agit. Donc, ce qui est extraordinaire pour nous, c'est de se trouver confrontés à des problématiques, à des moments d'histoire contrastés simultanément. Voilà, c'est d'ailleurs un de mes grands plaisirs. Je me réjouis de ça, je trouve ça extraordinaire et j'espère que ça dure. Parce qu'on voit bien, évidemment, ces jours, puisque vous parlez d'actualité, que il nous arrive, nous, on a dû quitter beaucoup de projets russes qu'on aimait beaucoup. Je suis d'origine ukrainienne, ce que mon nom n'indique pas. Heu et on a dû quitter ces projets et c'est toujours triste, évidemment. Enfin, on a eu des moments extraordinaires où on sentait que tout était possible partout et ça, on espère que ça revient, que ça dure, que c'est comme ça. Alors malgré tout, il y a toujours énormément de je dirais de lieux où nous sommes, bien sûr, nous pouvons aller. Partout. Pour revenir un peu sur votre parcours personnel, hein, est-ce qu'il y a un moment dans votre, enfance, dans votre adolescence, dans votre vie d'adulte qui a donné un peu ce déclic, cet intérêt, fort pour le paysage? Alors, évidemment, c'est à la fois, des choses anecdotiques, mais des choses plus sérieuses. L'anecdote, c'est j'ai eu la chance de vivre à la campagne quand j'étais petit et d'une campagne où il y avait beaucoup de neige. Alors j'ai beaucoup, fait des petits paysages dans la neige, comme tous les enfants, parce qu'on a une petite voiture, on invente évidemment des lieux, miniatures dans lesquels on projette, tout ce qu'on a envie de vivre, et ça, je crois que ça a été peut-être le plus formateur, c'est un peu idiot de le dire comme ça. Le fait d'être dehors et de pouvoir, vous voyez, agir, sur des choses sans qu'il y ait de programme, sans qu'il y ait personne. Je le dis parce que j'ai eu des enfants, donc je vois bien, que c'est pas évident aujourd'hui peut-être et que c'est tellement important d'avoir ces temps d'ennui peut-être où on gratte assez bêtement dans la terre pour s'y projeter. Donc ça, j'ai eu. Heu et puis, plus sérieusement, oui, j'ai toujours adoré cette idée d'agir sur l'extérieur. Depuis que je suis adolescent, ça m'apparaissait un peu comme une évidence. Je m'inventais des itinéraires dans mes déplacements justement pour être, parfois en dehors des routes, pour comprendre mieux la géographie. Enfin, c'est un goût, vous voyez? Alors c'est compliqué parce que pour beaucoup, notre métier pourrait relever strictement de l'art des jardins. Et au fond, c'est pas tant ça qui m'intéresse que les paysages, les territoires, les déplacements dans les paysages, la transformation des paysages, encore une fois, je me répète, les villes dans les paysages, ça me fascine depuis toujours. Et peut-être presque par défaut, au départ, c'était que je trouvais tout moche. Et quand je me déplaçais, j'ai déménagé 24 fois dans ma vie. Donc je vous dirai pas où, mais à des moments, je trouvais tout moche autour des villes où je vivais. Car évidemment, moi, je suis de la génération qui a vu apparaître, les centres commerciaux, qui a vu apparaître la grande distribution, qui a vu apparaître les entrées de ville, qui a vu se dégrader, nos territoires, très vite et j'en souffrais franchement. Je trouvais moche quoi, c'était un problème pour moi. Je suis très sensible, je crois, à l'esthétique justement des villes et des territoires et ça me laisse jamais indifférent. C'est ça me fait souffrir même vraiment. Je m'inventais d'ailleurs, à un moment pour aller à l'université près de Lyon des itinéraires, parallèles, où je longeais la rivière, le Rhône. C'était plus long, plus chaotique, mais je voulais pas passer par la banlieue. Je trouvais ça insupportable. J'y vivais pourtant. Donc voilà, ce qui me passionne, c'est le territoire, le paysage et la façon dont nous le transformons avec nos infrastructures, nos villes, l'étalement de nos villes, nos zones commerciales. C'est ça qui m'intéresse le plus.
J'aime beaucoup les jardins, notamment les grands jardins français classiques, les grands jardins anglais du XVIIIe siècle. Je trouve ça fascinant parce qu'ils ont l'échelle du paysage. Au fond, les petits jardins, je trouve ça bien comme aller dans un bar, si vous voulez, mais ça me concerne moins. Bien sûr. Michel, moi j'ai toujours été fasciné par l'idée d'imaginer à quoi ressemblaient nos quartiers avant l'urbanisation. Est-ce que c'était une vallée? Est-ce que c'était une colline? Un ancien cours d'eau, une forêt ou une prairie? On sent bien que donc cette géographie, elle est sous-jacente, elle continue d'exister sous la ville. À une toute autre échelle, vous parlez de géographie amplifiée, en vous appuyant notamment sur le travail de Frédéric Law Olmsted et sur les systèmes de parcs des villes américaines, un sujet, qui vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ce que vous entendez par là et en quoi cette idée, change la façon de regarder nos villes aujourd'hui, nos villes contemporaines? Oui, oui, c'est bien que vous me posiez cette question de cette manière-là. Alors, nous, on a compris ça justement en observant, une œuvre tardive qui est d'ailleurs plutôt due au fils de Olmsted, qui est l'extension ouest de Washington, où ils ont créé la l'université de Georgetown et comme c'est un peu plus récent, ça s'est fait de 1900 à 1950, c'est documenté. Donc on voit des photos alors que de Olmsted le père, plutôt 1860, il y a quelques rares photos dans les premières images, mais ça permet plus com c'est plus compliqué de comprendre ce qu'ils ont fait. Alors les spécialistes savent, hein, mais moi qui suis paresseux et qui regarde les images, c'était plus compliqué. Pour ce qui est le cas de l'extension de Washington, justement, on voit qu'il y a eu tout un repérage. Donc, il devait en gros viabiliser les sites pour y construire l'université. Quelque chose qui fait, je me souviens plus très bien, mais pratiquement 10 kilomètres par 5. Et la façon dont ils ont fait, c'est justement qu'ils ont repéré toutes les traces de géographie qui existaient au début de leurs études, et notamment, évidemment, tout ce qui est lié à l'écoulement de l'eau. Donc, ils ont repéré toutes les petites rivières, etc. Et leur idée était de s'en servir en les augmentant, en leur donnant plus de place, à la fois naturellement pour récupérer les eaux de pluie, mais aussi pour y installer les voies. Et donc c'est littéralement par amplification d'une géographie qu'ils ont, repérée que se fabrique la structure du paysage dans laquelle s'installent tous les réseaux en quelque sorte, dans récupération de l'eau, je l'ai dit, mais évidemment toutes les voiries et je dirais, en plus, toute la végétation qui va donner en effet la structure physique de cette viabilisation d'un grand territoire. Oui, en fait, c'est assez enfantin quand on y pense. Simplement, il fallait avoir l'idée. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que rien n'aurait empêché que nous fassions de même dans beaucoup d'extensions urbaines, en Europe et en France particulièrement. Heu, C'était un peu connu. Donc il y a ce Nicolas Forestier qui était proche d'Olmsted, qui avait quand même des visions de cette nature-là. C'est pas qu'on savait pas, mais c'était pas du tout ancré dans la société comme ça l'était aux États-Unis et donc ça n'a pas eu du tout les mêmes effets, heu, sur nos territoires. Vous voyez, c'est tout d'un coup, tout le monde était convaincu que c'était comme ça qu'il fallait faire, j'imagine, puisqu'on voit que toutes les grandes villes américaines se sont développées par amplification de la géographie naturelle, création de grandes continuités paysagères, heu, c'est que finalement c'était entendable et d'ailleurs, c'était très pragmatique. L'objectif, comme ici, est bien de viabiliser, c'est bien de donner de la valeur des terrains pour qu'on puisse y vivre, pour qu'on puisse y habiter. Mais plutôt que de partir d'une voie romaine, si j'ose dire, avec son égout, et ses trottoirs et ses bancs et cetera, vous me l'avez peut-être déjà entendu dire, c'est une toute autre manière d'envisager la viabilisation en partant d'une géographie naturelle que l'on amplifie et ce faisant, en créant, en donnant de la qualité à des terrains qui sont comme partout, pas toujours les plus beaux, c'est assez génial, hein, alors, Heu, ça évidemment, c'est 1860, 1920 aux États-Unis. Ça a eu quelques répercussions ici pour les villes nouvelles et puis ça n'a pas eu beaucoup plus d'effet sur nos pratiques et c'est finalement aujourd'hui qu'on redécouvre cela, non pas dans le cadre de la fabrication des villes, mais dans le cadre justement de ce dont on parlait précédemment, de la transformation des villes. Alors, peut-être je peux le raconter puisque ça m'est Ouais. c'est au fond que quand je suis allé enseigner à Harvard, moi je connaissais pas bien les systèmes de parcs, donc
j'ai regardé ce que c'était, j'ai compris que c'était très grand. 30 kilomètres de rayon à Boston où j'enseignais, à Harvard et surtout, enfin, je comprenais la dimension, quoi. C'était absolument considérable. Mais je comprenais en même temps, c'était ce qu'on faisait. Alors quand j'en parlais aux étudiants américains, ça les intéressait moyennement. C'est comme si dans une école en France, je vous parlais de le nôtre, quoi. OK, c'est une autre histoire, c'est loin, loin, loin derrière nous, c'est pas notre sujet. Mais on regardait la ville de Boston en essayant de comprendre ce qui était en mutation, avec des photos aériennes et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous Google Earth sur nos ordinateurs. Il n'y avait pas ça il y a 20 ans, hein, je parle d'il y a 25 ans et il y a 25 ans, effectivement, on cherchait, on trouvait des photos aériennes, on avait quand même déjà accès à des vues aériennes avec l'ordinateur et il faisait des cartes pour essayer de comprendre ce qui était en mutation et on se rend compte que dans une ville industrielle aujourd'hui, forcément, il y a d'immenses parties du territoire qui ont l'air pas très utilisées. Il y a des propriétaires, mais on voit bien qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est vrai dans tous les pays, occidentaux. Il y a toujours et partout dans le monde en réalité, il y a toujours une partie du territoire qui est en train de changer. Parce que telle activité industrielle a disparu, parce que telle activité minière a disparu, parce que, parce qu'on a déplacé la voirie et cetera. Il y a toujours des raisons qui font parce que les propriétaires sont partis, et à l'époque, c'était absurde, mais on envisageait presque un tiers de la surface en mutation, du grand territoire de Boston. Et l'idée était de se dire, même si c'est 20, mais c'est l'ordre de grandeur. Ça ne veut pas dire qu'il y a rien, qu'il s'y passe rien. Il y a des propriétaires, mais on voit bien que c'est des terrains qui sont en partie disponibles. Et notre hypothèse était de se dire, mais si dans ces terrains en mutation, on faisait quelque chose, même provisoire, même que pour 30 ans, parce qu'il faut 30 ans pour changer un quartier. Du coup, on se disait, il y a plein de terrains qui bougent et pendant 30 ans, il se passe rien. Donc on pourrait très bien au moins planter des choses, créer des zones humides, enfin faire quelque chose écologiquement pour que ces terrains se valorisent, les dépolluer, avec des moyens en phytoremédiation. Parce que les Américains étaient plus avancés que nous il y a 25 ans. Et donc, on pourrait considérer la ville comme une jachère avec des tas de territoires sur lesquels on agit, même provisoirement, parce que quand ceux-là seront aménagés, d'autres se libèrent. Il y a toujours une partie de la ville qui est en mutation. Et comment jouer avec cette partie? C'est vrai qu'on n'en parle plus toujours comme ça, mais c'est ça le plus intéressant. Il y a toujours une partie en mutation de notre territoire. Et jouer sur les parties en mutation peut nous donner un équilibre, heu, écologique intéressant. Et c'est là qu'on retrouvait le système de parc en disant: «Mais alors, dans tous ces terrains en mutation, souvent liés à des infrastructures», parce que l'industrie, forcément, avait besoin de voies ferrées, de grandes voies d'accès et au fond, l'industrie étant en déshérence, les infrastructures le sont également et là, on peut imaginer utiliser tous ces grands faisceaux de voies, tous leurs abords pour créer des continuités paysagères à l'image des systèmes de parcs qui, eux, ont été faits à une époque où il y avait rien. Où il y avait rien, c'est pas vrai. Il y avait de la géographie naturelle, Sûr, mais et pas de vestiges industriels puisque c'était avant l'industrie. Donc c'est là que ça nous est venu l'idée que comment peut-on profiter des mutations urbaines pour installer des sortes de systèmes de parcs en profitant du temps des changements et c'est ce qu'on fait tous les jours. cette puissance donc du paysage à de grandes échelles, à des échelles de dizaines de kilomètres, hem, vous dites qu'elle est étrangère un peu à l'Europe. Qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui, pour que les choses évoluent? Est-ce que c'est une volonté politique? Est-ce que c'est une fragmentation, des acteurs engagés? Est-ce que c'est un rapport au temps? Vous parlez de 30 ans, ou c'est simplement une question de surface? L'Europe, la France est beaucoup plus petite que. Mais justement, j'en sais rien. Mais tel que vous posez la question, ça fait réfléchir. Parce qu'effectivement, on se dit, comme ça vient naturellement à l'esprit, les États-Unis ont un immense territoire, nous avons des petits pays, et cetera. Mais on se trompe. C'est identique, c'est-à-dire que nos métropoles, nos grandes villes sont tout à fait comparables aux américaines. On parle des mêmes dimensions. On n'est pas en train de parler de systèmes de parcs qui font 3 000 km de long, on parle Ouais, de 30 kilomètres. ouais, bien C'est sûr. bien l'échelle urbaine.
fait. Mais donc il y a différentes raisons, mais l'une d'elles, c'est que nous sommes peut-être aveuglés par les centres historiques. On a l'impression, quand on parle d'une ville, si on parle de Paris, on voit Paris dans le périphérique et c'est rare qu'on vous parle du Grand Paris. C'est-à-dire de justement de Paris avec tout son grand territoire, avec les 10 millions d'habitants et pas les 2 millions d'habitants. Ouais. Pareil pour toutes les métropoles. Heu, le Grand Londres a réfléchi à ça il y a une vingtaine d'années déjà. Le maire du Grand Londres, Ken Livingstone, a fait une série de projets qui affrontaient le grand territoire. Le métro du Grand Paris, les aménagements des 63 gares commencent un peu aujourd'hui à nous confronter à l'échelle réelle du Grand Paris. Donc je dirais qu'il y a peut-être une fragmentation du pouvoir qui fait que nos villes étant très, morcelées politiquement, presque par quartier, heu alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'au fond les métropoles, existent, les il y a quand même des regroupements, des intercommunalités qui font qu'à des moments on s'intéresse à des territoires plus vastes. Mais vous voyez, c'est ça l'échelle, hein, c'est l'échelle de nos grandes villes et de leur, périphérie qui fait partie de la grande ville. Bien sûr. C'est qu'on a tendance un peu à occulter, la banlieue tout simplement. C'est bien. Je veux dire, on a banlieue 89, il y a déjà un certain temps, avait évoqué ça. On voit bien que Quartier de demain était un peu, illusoire. C'est un phénomène d'annonce, semble-t-il. Mais en tout cas, s'attaquer à ces échelles territoriales plus vastes n'est pas facile. Il faut en avoir la volonté, il faut en avoir la structure politique, mais surtout en avoir la volonté en plus de ça. Faut déjà le voir, en avoir l'envie, la volonté, se donner les moyens de le faire et ça n'a pas tout à fait eu lieu, oui, jusqu'à présent, c'est vrai. Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. En 30 ans justement, beaucoup de métropoles, en tout cas si je parle de la France, se sont dotées de grands projets, de grandes visions dans lesquelles le paysage compte. Il y a 30 ans, c'était pas le cas. On enviait nos voisins européens, même les Belges, qui avaient, par exemple à Anvers, des tas de projets à grande échelle, réalisés ou pas, mais qui avaient au moins une vision. Au Nous n'avions pas ça et aujourd'hui quand même, il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de réflexions. Je pense que la culture de ce point de vue-là a énormément progressé, donc on pourrait le faire. Après, il faut quand même réaliser les choses et peut-être qu'on a, une difficulté pour le passage à l'action en général, heu et pour ce domaine en particulier parce que c'est lent. Il y a rien à montrer tout de suite. C'est-à-dire si je vous plante, 500 000 arbres le long 500 petits arbres forestiers le long d'une autoroute, ça va pas être tout de suite très vendable. Il faut quelques dizaines d'années pour que ce soit intéressant. Mais si vous allez en voiture en Allemagne et en Belgique, vous voyez qu'ils l'ont fait. Encore récemment en Belgique, j'ai vu des villes où il y a eu des grandes plantations le long des autoroutes en plan forestier et c'est même géré par les instituts forestiers publics. Et là, vont faire de la quantité, c'est du système de parc à l'échelle des infrastructures contemporaines. Ça, c'est faisable. Vous voyez qu'en France, très souvent, on a le long des autoroutes des aménagements un peu malheureux qui ressemblent à des espèces de parcs perdus dans la campagne. Vous trouvez avec des cèdres bleus, des sapins rouges, enfin je dis n'importe quoi, mais une ornementation pas loin du péage, puis après pas grand-chose. Je pense que avoir une gestion des abords d'autoroute comme une gestion forestière aurait permis, comme en Belgique, comme en Allemagne, de créer des continuités paysagères que nous n'avons pas. Donc il n'y avait pas cette vision. Il y a sans doute dans notre pays un morcellement des pouvoirs entre institutions, entre les strates du fameux millefeuille justement, qui fait que ça passe pas à l'action. Et puis l'action suppose, une, une durée quoi, suppose que les politiques, soient dans une vision de long terme. Moi j'ai connu des politiques, il y en a toujours, qui ont des visions de long terme. Il y a des gens qui ont toujours, cet engagement même personnel, cette conscience personnelle du long terme. D'autres ont l'air un peu fragiles, hein. Vous dites: «Il n'est pas illusoire de proposer des gestions sur 50 ans pour constituer un paysage» et d'ailleurs, c'est un peu l'objectif de votre projet, du plateau de Saclay. Hem, Complètement. Justement, alors moi, je voulais revenir sur ce projet-là. Est-ce que vous n'êtes pas en train de démontrer aussi que c'est possible? Parce que vous expliquez effectivement que la partie du cluster scientifique
a été superposé, j développement ouest de Washington. Justement, vous avez découvert, en mettant ces 2 territoires en regard, quelque chose de marquant? Oui, alors il se trouve que c'est pratiquement la même dimension, donc ça nous a beaucoup inspiré et puis même un peu le même problème. Ils se sont trouvés à devoir développer une université, nous aussi, nous devons développer une grande université, ce qui marche bien d'ailleurs, hein. On peut se réjouir du succès, académique, 13e, je ne sais pas cette année, mais enfin, au classement de Shanghai inespéré, enfin c'est un succès, c'est remarquable, hein, je Très pense au médiatisé, niveau ouais. académique. Mmh. Donc ça on doit s'en réjouir. Hem, le et effectivement, on était très inspirés par le fait que à cette échelle-là, c'est pas seulement une vision urbanistique, c'est plutôt une vision paysagère. Au point d'ailleurs que c'est pas un, campus, c'est un cluster de campus. C'est un archipel de campus. C'est tellement grand que prétendre étaler 7 kilomètres d'université serait idiot. Puisque c'est la longueur que vous avez entre, je sais pas quoi, la Concorde et enfin, plus que ça, entre le Louvre et la Défense. Donc, ça s'est pas fait en 5 minutes. On imagine bien que l'université sur 7 kilomètres en quelques années, ce serait absolument ridicule. Donc, en effet, on a conçu des groupes, des campus presque comme un archipel qui peut-être un jour aura une globalité, mais en tout cas pas tout de suite. Et c'est donc le paysage, le traitement, des continuités d'arbres le long des grandes infrastructures, surtout la gestion de l'eau qui permet de donner la cohérence à cet archipel naissant. Et c'est tout à fait inspiré en effet de l'extension de Washington. Donc c'est tout à fait ça, le sujet. Et alors c'est puisqu'on en parle, je voudrais pas dire de bêtises, mais ont déjà été plantés des dizaines de milliers d'arbres. Nous, on est dessus depuis presque une quinzaine d'années, d'autres travaillent, succession, bien entendu, mais toujours est-il que des dizaines de milliers d'arbres sont plantés, des dizaines et des dizaines d'hectares ont été aménagés, des zones humides créées, des étangs installés, et cetera. Mais quand même les meilleurs journalistes y vont, comme une excellente journaliste du Monde, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, quand elle va là-bas, elle dit: «Bah, il y a rien à voir». Il y a on voit bien qu'il y a quelques touffes d'herbe entre les voiries, mais il y a rien à voir et en effet, elle a raison, parce que pour l'instant, il y a pas grand-chose à voir. Ces 10 000 arbres sont naissants, c'est un milieu naissant et c'est un gigantesque chantier et ça, c'est vrai des rares photos que l'on trouve des villes, même comme tous les abords de New York. Il y a quelques photos, bah, au début, c'était pas grandiose, Ah oui. heu et Boston non plus. Je veux dire, oui, c'est vrai, les grands chantiers comme ça, c'est lent et c'est pour ça que j'aime bien concevoir la ville, peut-être plus que ce qui a été fait au moment des systèmes de parcs, comme une sorte d'organisme vivant et cette sorte de jachère que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a des endroits aménagés, d'autres qui ne le sont pas encore, d'autres qui sont en train de se faire et on doit être là pour faire que le tout soit acceptable, visuellement, soit praticable. C'est on le fait pas vraiment comme ça parce que chaque politique a besoin de dire: «Voilà, le futur sera comme ça». Alors on montre un plan et puis il est pas vrai, après on sait pas ce qui se passe. Il y a des aléas, on fait un nouveau plan. Peut-être vous l'avez déjà entendu dire, mais j'aime bien dire que les villes sont des additions de première tranche de tout qui n'existe jamais et à la limite, c'est pas grave, c'est-à-dire faut pas construire de tout. Le tout, c'est, qu'il y ait des quartiers finalement différents. J'ai l'impression que c'est un peu inévitable. On construit pas aujourd'hui comme on construisait il y a 30 ans et dans 30 ans, ce sera autre chose. Par contre, ce qui est intangible, enfin, ce qui tient le temps, ce qui doit durer, c'est ce qui est de l'ordre du vivant. C'est-à-dire la topographie, l'eau, les pentes, la végétation, la faune, la flore, tout ce qui est vivant peut avoir une pérennité, doit absolument avoir une pérennité et c'est là où nous intervenons, nous paysagistes, justement. En créant à l'image du système de parc des cohérences qui dureront dans le temps, même si les quartiers se succèdent inévitablement. Et dans le futur, qu'est-ce que vous aimeriez que ces habitants ressentent quand ils diront, par exemple, «Bah, aujourd'hui, j'habite sur le plateau de Saclay». C'est quoi le comment dire? Le sentiment que vous aimeriez qu'on ressente, dans des dizaines d'années? Alors, la réponse, c'est une question que je ne me suis jamais posée aussi précisément, ce qui est pas bien, mais au fond, c'est je pense à ce que j'ai vu. Moi, j'ai vécu un peu,
aux États-Unis et j'ai vu la façon dont les habitants pratiquent ces systèmes de parcs. J'ai beaucoup, travaillé, je me suis déplacé, j'ai vu des gens et c'est assez marrant parce qu'au fond, les jours de la semaine, c'est l'accès, quoi. On circule dans le système de parc, voiture, à vélo, tout ce que vous voulez et on habite le long de parcs, ce qui est pas mal d'ailleurs et le week-end, tout ça s'anime. Quand les gens travaillent pas, tout d'un coup, tout le monde pratique, enfin, c'est l'espace public, au fond. Voilà, c'est peut-être la réponse que je pourrais vous donner, c'est que ces grandes continuités paysagères sont un espace public. Mais nous sommes, peut-être aveuglés par des modèles qui ne correspondent pas à ces grands territoires. Pour nous, l'espace public, spontanément, je dirais, c'est la place du centre-ville, ce sont les rues du centre-ville, c'est le parc urbain, le square et ce dont on parle, c'est autre chose. C'est des parcs plus rustiques, d'une certaine manière, beaucoup plus rustiques, des grandes continuités, mais c'est un espace public. On y va à vélo, on rencontre quand même ses voisins, enfin, c'est un espace public d'un autre genre. Je Bon, comprends. qui a déjà un siècle, hein, c'est pas Bien sûr. on n'est pas dans l'innovation, fragile. Je veux dire, c'est un siècle de pratique, ce qui est d'ailleurs à l'échelle de l'humanité, l'équivalent de quelques secondes, c'est rien, mais c'est une autre manière de pratiquer le territoire et quand on pense aujourd'hui à toutes ces zones pavillonnaires, je on en France, on peut imaginer que presque la moitié de la population vit dans des maisons individuelles. Mais souvent, vous voyez comment sont nos lotissements. Il y a une raquette de retournement. Il y a une voie d'accès et puis l'espace public, bah, les enfants jouent sur la voie d'accès et la fameuse raquette de retournement pour prendre les termes de ceux qui les ont inventés. Et c'est pas un espace public très intéressant. Imaginons que derrière les lotissements, entre les lotissements et la campagne, il y ait ces continuités paysagères, comme ça a été fait justement avec système de parc, c'est tout différent. Je veux dire, on fait une balade, on fait du vélo, il y a tout d'un coup un espace commun d'une autre nature. Et ça, c'est devant nous, c'est une chose qui doit apparaître. C'est donner l'espace public à la ville du XXe siècle qui n'a pas encore été fabriquée. Et c'est pas faire des jolies places, ça n'a pas d'intérêt. Ah, les places, c'est les parkings des centres commerciaux, tout le monde est content, il y a pas de problème. Excellent. Dans une de vos interviews, vous comparez justement, Central Park à la High Line. C'est un peu, voilà, vous décrivez d'un côté un grand paysage où on a l'impression, comme vous dites, que les gens font quelque chose, enfin sont mouvants, font de l'activité sportive, se déplacent, qu'il y a de la vie et de l'autre côté, la Highline qui est, une sorte de nature microscopique, un peu, lyophilisée, où les gens ont l'impression d'être un peu en dilettante, flânent, hem, parfois même s'ennuient. Et ça m'a marqué un peu cette comparaison. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez voulu dire en fait, de ces 2 conceptions, hem et de notre Oui, c'est rapport à bien la c'est nature en ville? oui, je dois faire attention à ce que j'écris parce qu'il y a des gens comme vous attentifs qui lisent et qui s'en rappellent, donc Alors c'est c'était une interview que j'ai trouvée, c'était une interview. Je non, peux non, c'est très intéressant que vous me rappeliez ça parce que je l'ai dit un peu par jalousie d'abord, soyons honnêtes. Dire cette Highline est un grand succès, populaire, tout le monde y va, et donc évidemment, même si ce sont enfin, des gens que je connais qui l'ont fait, presque un ami, James Corner comme paysagiste, Peter Woodolph comme jardinier, si j'ose dire, et Diller Escofidio comme architecte, un d'eux étant mort. Hem, donc c'est une grande réussite évidemment, mais c'est une miniature en effet et c'est une miniature qui quand même donne un usage qui est de l'ordre de la consommation. C'est-à-dire je suis touriste, donc fatalement, je vais là sur la High Line parce que c'est une attraction nouvelle que je vais voir. C'est très joli d'ailleurs. Ou je suis new-yorkais, alors je finis de faire mon jogging là-dessus et puis je prends mon café à l'hôtel Standard et je retourne, travailler peut-être. Mais en tout cas, rien à voir avec ces grands systèmes de parcs qu'on vient d'évoquer. Et c'est pas tout d'un coup, je rentre chez moi, j'ai 20 kilomètres en bagnole dans un parkway ou, parce qu'aujourd'hui j'ai un vélo électrique, je suis allé, quand même faire du sport au stade machin qui est à 15 kilomètres, c'est une autre échelle, quoi. C'est pas la ville, dans sa totalité, c'est une miniature en centre-ville dans un quartier.
Donc ça, c'est une grande différence. Mmh, bien sûr. C'est-à-dire, c'est un espace public linéaire, très soigné, très urbain, très maniéré, presque, on pourrait dire. Après, au fond, ce qui m'agaçait quand j'écrivais ça, c'était surtout cet aspect de consommation touristique. C'est-à-dire que et je veux dire, on l'observe partout puisque on sait bien qu'on est tous touristes, bien sûr, et on reçoit énormément de touristes et d'une certaine manière, je pense qu'on peut se réjouir de ces échanges quand même, évidemment. Donc c'est pas mauvais le tourisme, bien entendu. Je veux dire, c'est le fait qu'on connaisse les autres, qu'on voit les autres, qu'on compare, tout ça est de toute façon très bénéfique, évidemment. Et Mais il y a un côté consommation, oui, fatalement. C'est-à-dire que le touriste est un consommateur. Si on est content qu'il vienne en grande quantité, c'est parce que évidemment, c'est une source de revenus considérable pour tant de pays, dont le nôtre. Et les États-Unis pareil. Et donc, cette dimension qui relève de la consommation est un peu distincte de ces aménagements dont on parlait, qui relèvent du quotidien, du comment je vis, comment je suis dans la ville, moi, avec ma petite maison. C'est des sujets qui se complètent en réalité. bien sûr. C'est comme quand on parle de forêt urbaine, il y a les grands massifs forestiers et puis il y a des forêts de centre-ville qui sont toutes petites, qui sont des jardins, qui sont plus des symboles et qui sont également nécessaires parce que ça nous aide aussi à changer notre point de vue sur les choses, à changer notre regard. Donc je dirais qu'avec un point de vue plus nuancé que ce qui m'avait fait écrire ce que vous citiez, je pense que tout est bien, tout compte. Tout compte, mais il faut pas que, tout comme l'arbre ne doit pas cacher la forêt, je veux dire, il faudrait pas que ces espaces de centre-ville occultent les besoins considérables que nous avons à plus grande échelle. Si on revient à la France, vous voyez, Oui. le pavillonnaire, c'est un sujet sérieux. L'absence d'espace public est une réalité. Je veux dire, on l'a vu avec les gilets jaunes, on risque de le revoir avec l'augmentation galopante du prix de l'énergie en ce moment, avec les conflits en cours. Et effectivement, l'absence d'espace public dans ces grands territoires est un sujet important. Est-ce que vous pensez que c'est compris? Alors, on a eu les municipales hier, enfin, 2e tour des municipales. Est-ce que vous pensez qu'à l'échelle des villes, cet aspect-là est compris ou on est encore vraiment, très en amont de cette réflexion finalement de trouver un équilibre entre, des grands espaces et bien évidemment quelques petits espaces verts au cœur des villes? Est-ce que Non, alors malheureusement, là, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire en termes de pédagogie, d'abord avec les élus, si vous en trouvez, non, je plaisante, mais avec ceux qui tiennent, et c'est de plus en plus le cas d'ailleurs. Justement, on est au lendemain d'élections et on se réjouit, pour les grandes métropoles françaises, d'observer presque partout une stabilité et une sorte de constance qui est franchement, une bonne nouvelle. Parce qu'en effet, ce dont on parle, on l'a dit en préalable, demande du temps, demande de la permanence et de et donc des élus qui ont une petite sérénité tout de même, donc ça compte. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Il y a eu beaucoup de progrès, je le répète. Ces grands projets dont se sont dotées les métropoles existent. Il y a eu des visions, il y a eu une formation. Les professionnels aussi sont beaucoup plus nombreux. Je veux dire, quand j'ai démarré, mes aînés étaient une poignée, c'est pas une blague. C'était des toutes petites agences de quelques personnes. Aujourd'hui, il y a plusieurs agences de la taille de la nôtre, où il y a 50 personnes, et ce qui veut dire que beaucoup d'études, beaucoup de travaux sont en cours. Et donc, je crois qu'on peut quand même se réjouir de progrès réels, conceptuellement, aussi dans un changement des sensibilités. Je veux dire, heureusement quand même, progressivement, en tout cas en Europe, la conscience du changement climatique existe, la conscience de l'appauvrissement de l'environnement existe. Et il y a tout de même, heureusement, une sorte de pression, une sorte d'exigence de tous qui fait que les politiques ne peuvent pas être indifférents en France et que ça se voit par des projets, que ça se voit par des réalisations. Donc c'est loin, loin de ce qu'il faut, mais on ne peut absolument pas dire que rien ne se passe. C'est pas vrai. Le progrès en 30 ans est immense. donc c'est encourageant, on peut être que positif,
Heu, Oui, non, on doit être absolument positif. C'est une réalité. Je veux dire, je pense que si quelqu'un faisait l'exercice de prendre, de faire l'addition comme ça des chiffres d'affaires de toutes les agences françaises de paysagistes, vous multipliez ça par 10, ça vous donne à peu près le montant des travaux et vous voyez, enfin, nous verrions, et je pense que ça existe un peu, cette estimation-là, qu'en effet, les travaux lancés pour améliorer nos villes, nos territoires urbains sont considérables. Ils sont bien sûr, petits par rapport à nos besoins, mais c'est lancé et je pense que c'est irréversible. Et je pense que la sensibilité évolue et ça, je pense que c'est irréversible. Intéressant. On est dans le sud de la France, nous on est sur Montpellier, et on a Marseille à côté, lequel vous avez travaillé sur le vieux port. Moi j'avais une question, quel est le geste paysager sur cet, aménagement? Alors, justement, c'est toujours intéressant de dézoomer. Quand le concours, qui avait précédé cette transformation concernait l'ensemble des espaces publics du centre-ville de Marseille, 400 hectares. Enfin, sur les 400 hectares, je ne sais pas de faire 400 hectares de transformation, mais ça concernait les 400 hectares. Et nous avons gagné ce concours avec plusieurs choses, 3 choses en réalité. Les aménagements du quai du Vieux-Port, la création d'un système de parc qui va jusqu'au Pharo, pour ceux qui connaissent Marseille, donc tout le développement euh, vers l'ouest de la ville, et également la transformation des rues du centre-ville. Et ce qui a été réalisé, c'est en effet l'aménagement des quais du Vieux-Port, mais aussi les plantations des rues du centre-ville. Et on a participé, ça date de 2010, donc ça fait 15 ans qu'on y travaille, 16 ans. Donc il y a eu beaucoup de rues transformées, énormément de plantations dans les rues. Et le système de parc est dans les têtes, il existe en partie, ce ne sont que des terrains publics et il s'agit d'envisager leur mise en réseau. C'est-à-dire aujourd'hui, ils sont tous indépendants parce que l'un appartient à telle institution, l'autre à tel ministère et il suffit de les mettre autour de la table, si j'ose dire, de créer quelques chemins, d'améliorer un peu les choses et vous avez ce système de parc. C'est que de l'intelligence collective. Les projets existent, il faut trouver des politiques que ça intéresse et là, on ne désespère pas. Heu, c'est 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 parti d'ailleurs, il y a des élus qui regardaient ça et je suis heureux d'observer qu'ils ont de la constance. Mais par exemple, aujourd'hui à Marseille, on a la chance de mener un nouveau projet, 2 nouveaux projets qui concernent le développement nord de la ville, donc dans le quartier dit Euroméditerranée, où on vient de faire une très grande avenue, qui est plantée, vraiment comme une forêt pratiquement, avec une gestion de l'eau et surtout on a gagné un très grand parc que nous devons réaliser qui, correspond à une vingtaine d'hectares en tout, plus d'1,5 km de long, je crois, ce que nous devons voir et qui rentre complètement dans les thématiques d'aujourd'hui. C'est une gare de triage à l'abandon. Il faut en faire un parc, mais l'objectif de ce parc, c'est, résoudre des problèmes d'inondation, renaturer une rivière qui est enfouie, créer des zones humides, bien entendu, avoir un lieu pour la population, faire que ces quartiers nord prennent de la qualité, bien sûr, et que ce parc se doit d'être frugal, résilient, enfin toutes ces thématiques dont on parle aujourd'hui sont concentrées dans cet espace, mais qui est suffisamment grand pour que, au niveau de notre bureau, on s'intéresse à ces sujets, je pense à la bonne échelle, avec les bons moyens. Donc Marseille, moi c'est une ville que j'aime énormément, je dois dire, et qui nous a mis qui nous a fait confiance pour tous ces grands projets. Donc le vieux port, c'est un aménagement de sol. Pour tous ceux qui écouteront, ce qu'on raconte là, je précise qu'il était hors de question de planter des arbres sur le vieux port, parce qu'il est inondable et il est inondable par de l'eau de mer. Et comme tout le monde sait, l'eau salée, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les arbres et donc il y a d'une part cette contrainte liée à l'eau salée, à l'inondabilité du site, mais il y a aussi, je dirais, une dimension culturelle. C'est-à-dire cette calanque originelle que les Grecs ont aménagée
lors de l'installation humaine Mmh. à Marseille, c'est précieux. On ne doit pas édulcorer cet endroit-là. Il y a d'ailleurs à Marseille une beauté liée à une certaine violence, c'est-à-dire que ça ne doit pas devenir tout d'un coup, mièvre. Le Vieux-Port, c'est le Vieux-Port. Les rues derrière sont très plantées et le nouveau parc est un nouveau parc et vous voyez, c'est après le je veux dire la conscience environnementale n'empêche pas d'être, précis par rapport au lieu que l'on transforme. Aujourd'hui, vous travaillez sur le plus grand parc sur dalle de France, Paris l'Esplanade de la Défense, qui est au-dessus du métro, du RER et de l'autoroute. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé dans un précédent épisode avec, Zeynad Kilani. C'est quoi le plus difficile pour un paysagiste qui doit travailler aujourd'hui sur un projet hors sol? Alors c'est une pratique qui a beaucoup progressé. Heu, c'est depuis les années 50, je pense, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de jardins sur dalle et qui sont en bon état et qui fonctionnent bien, mais qui ont été bien faits. C'est-à-dire il y a le alors tout le monde peut le comprendre, c'est assez, simple, hein. C'est-à-dire il y a les structures suffisamment dimensionnées pour pouvoir recevoir la charge d'un sol artificiel. Il y a les étanchéités suffisamment bien faites pour qu'elles soient pérennes et qu'on n'ait pas besoin de tout arracher pour changer les étanchéités, tous les, 15 ans. Et puis il y a ensuite effectivement les moyens investis pour qu'il y ait en effet, la qualité du sol, son entretien, la végétation, son entretien. Donc il existe notamment aux États-Unis des jardins suspendus, qui fonctionnent très bien et celui de la Défense dont on parle a d'ailleurs été créé par un auteur américain, Dean Cayley, il y a 50 ans. Il y a d'ailleurs 500 arbres en tout à fait bon état et il l'a fait avec son savoir-faire américain que nous n'avions pas en Europe. Donc il y a beaucoup d'endroits où il y a presque, où il y a une épaisseur considérable de terre, il y a une étanchéité très robuste, c'est 8 centimètres de bitume, donc c'est pas juste ces petits papiers étanches qu'on voit parfois sur les chantiers, c'est une chose très sérieuse et donc ce jardin fait par Dan Kiley, d'une part, a ses arbres conservés, mais il est suffisamment bien fait pour qu'on puisse le transformer, l'améliorer et donc par rapport à ce que votre question, c'est oui, le plus difficile pour nous, c'est de convaincre tous de mettre les moyens sérieux pour que ces jardins aient une réalité. Mais c'est un sujet extrêmement intéressant aujourd'hui puisque, il y a beaucoup de parkings, il y a beaucoup de réseaux, les sous-sols des villes sont très encombrés et cependant, il n'est pas un tabou d'y aménager des jardins suspendus, quand bien même durerait-il que 50 ans, c'est déjà pas mal. Si vous, vous êtes la personne qui vivait 50 ans à côté, vous êtes content que quelque chose a été fait, plutôt que d'entendre un architecte qui va vous dire: «Ah ben non, c'est pas possible, c'est de la pleine terre ou rien», parce que c'est formidable, mais Ouais. je fais quoi? Je me suicide, je vais vivre ailleurs. Enfin, vous voyez, je pense qu'il est très important d'agir. On voit bien que c'est une composante d'un grand dispositif. Il faut agir hors la ville, hors les centres-villes. Il faut agir sur la ville diffuse. Il faut agir sur les grandes infrastructures. Mais bien entendu, il faut aussi agir dans les lieux très denses de la ville du XXe siècle, que nous transformons aujourd'hui au XXIe siècle et il y a des tas de moyens de le faire. On a eu une petite exposition l'année dernière à l'Est de l'Architecture. On a montré, une quinzaine, je crois, de grands jardins suspendus et certains sont très importants, comme à Monaco, on a fait un truc qui fait 6 hectares avec 2000 grands arbres. Enfin, on peut faire des choses tout à fait considérables. Bien sûr, il faut y mettre les moyens, mais ça vaut la peine puisque c'est là où vivent les gens. C'est là où on vit. Donc celui de la Défense, ce qu'on fait, c'est qu'on amène, les strates manquantes. Quand on parle d'une forêt, ou de n'importe quelle structure végétale, il y a toujours toute une stratification qui va, de la mousse jusqu'aux plus grands arbres et dans le cas de la Défense, il y avait les arbres et pas grand chose en dessous et ça ressemblait furieusement à une avenue, sur dalle et tout en respectant le travail de Kiley, qui est un auteur tout à fait remarquable, donc on garde ces géométries, on garde ces arbres, mais on installe des strates sous les arbres, arbustives, qui vont amener justement toute la richesse, toute la biodiversité, manquante dans ce qui existait auparavant. Donc c'est bien une transformation, on garde les tracés de Kiley, on garde les arbres de Kiley et on introduit, tout un autre monde, toute une autre présence et naturellement une écologie,
qui n'a rien à voir avec ce qui existe. Ce qui est intéressant pour cette écologie, c'est que nous travaillons avec des écologues, Marine Linglard, en l'occurrence, qui a pu faire pendant pas mal d'années des expérimentations sur ce qui marche ou pas. Donc il y a tout un travail d'expérience et d'évaluation qui fait que ce que nous allons installer a été testé. Ça, c'est évidemment nécessaire parce qu'on n'a pas la science infuse, je veux dire, comme disaient certains. Et moi, je pense à des gens qui ne savaient pas localiser l'Iran sur une carte. C'était dans le personnel politique français, donc c'était un peu angoissant. Mais effectivement, je veux dire, il faut essayer. Voilà, dans nos métiers, l'évaluation est une chose très importante et il est absolument indispensable d'expérimenter, de faire des relevés, d'estimer, d'analyser pour faire des progrès. Quand vous arrivez aujourd'hui sur un site, un nouveau projet, par quoi vous commencez? Est-ce que vous commencez à déambuler dans cet espace-là, à discuter avec les habitants, à voir la qualité du sol? C'est quoi le premier rituel que vous avez sur ce genre de projet? Ah, bonne question. Hem, alors il n'y a pas tout à fait de généralité, mais peut-être la réponse la plus importante, c'est de dire qu'on n'est pas tout seul, jamais. Quand on arrive sur un site, comme vous dites, d'autres, ont déjà passé du temps à comprendre ce qui se passe, à parler, à faire un programme, à faire valider un programme, à faire parfois des missions de relevé de géomètres, de relevé de la végétation, de la faune. Donc, c'est heureusement, on a beaucoup de enfin, on n'est pas seul, beaucoup d'autres travaillent avant nous, avec nous et donc bien sûr, il est rare qu'on arrive sur un site comme ça, sans rien savoir et je pense même qu'au contraire, il est important déjà de se fabriquer une sorte, d'idée, d'intuition, de comprendre ce que c'est, comprendre quel est le sujet, comprendre sa dimension, heu et presque avoir déjà quelques hypothèses en tête avant d'aller sur un site. Ça peut paraître étrange, mais le grand danger quoi alors moi, après ça dépend, je dirais de la maturité, donc je reviendrai sur l'importance de la maturité de l'expérience, mais indépendamment de ça, justement, quand j'étais beaucoup plus jeune, je m'obligeais presque à n'aller sur un site qu'avec déjà une certaine préparation. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux regarder? Et c'est d'ailleurs tout à fait lié à une conscience de ce que sont les scientifiques. La méthode expérimentale de Claude Bernard est une méthode où on élabore une hypothèse sur le réel, on monte un dispositif expérimental pour éprouver cette hypothèse, la vérifier éventuellement. L'hypothèse vérifiée devient une théorie que l'on contredit par une nouvelle hypothèse que l'on vérifie de nouveau. Mais c'est pas juste en regardant le réel que les idées arrivent. Le réel ne dit rien, ou peut tout dire. Vous pouvez aller 200 fois sur un site, voir 200 choses différentes, Tout à et fait. ne pas réussir à vous faire une, représentation de ce réel et encore moins à vous faire une idée de comment et pourquoi vous devriez le transformer. Donc ça demande quand même une espèce de discipline intellectuelle pour maîtriser sa propre, créativité tout simplement, sa propre intuition. L'intuition, comme dans tous les métiers, je veux dire. Bien Tout sûr. le monde a besoin d'avoir de l'intuition dans tous les métiers de la planète, mais dans notre métier pas moins et cette intuition, il faut apprendre à la connaître, il faut apprendre à la dompter, il faut que ça soit au bon moment. Donc ça, c'est une chose, donc la réponse, c'est ce que je dirais à des étudiants peut-être ou ce que je pensais plus jeune, c'est qu'en effet, il est intéressant d'avoir une petite préparation. D'ailleurs, tout comme vous faites un voyage, quoi. C'est souvent on prépare un voyage quand même, on va pas n'importe où. Mais c'est même toujours le cas. On prépare beaucoup son voyage, on regarde les cartes, on a un itinéraire et il devient intéressant quand on se perd, évidemment. Donc c'est la même chose pour nos projets. On prépare, on va sur le site et puis c'est autre chose qu'on voit. C'est pas comme on avait cru, c'est différent. Parce que peut-être parce on s'était posé des questions, du coup, on voit les choses, autrement, avec plus d'acuité et là, on se pose la vraie question et on voit le vrai truc. Autre réponse à votre question et là, celle liée à la maturité justement, c'est qu'effectivement avec de l'expérience, moi j'ai le sentiment maintenant que j'ai fait beaucoup de projets, hein. Je crois qu'on a fait un petit compte là dans le bureau, j'ai fait plus de 600 projets.
Bah, je peux Vous pas êtes tout se passé en construire, hein, grand. ça peut être des petites études, alors en 40 ans quand même, donc j'ai fait beaucoup de projets, il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup d'hypothèses, beaucoup de parfois de séries d'idées et du coup, ça va un peu plus vite. C'est par différenciation, parce qu'on compare les choses les unes aux autres. C'est comme, le langage, quand vous avez plus de mots, c'est plus précis. Bien sûr. Donc voilà, la métaphore, ce serait que ces projets sont un peu comme des mots et du coup, effectivement, le langage devient un peu plus efficace et maintenant quand j'arrive sur un site, il y a je ça vous peut vous paraître un peu, heu un truc d'allumé, mais j'ai parfois le je sens l'idée arriver, quoi. C'est physique et je suis pas capable de la formuler. C'est-à-dire, il y a un D'accord. moment où je sens confusément que, quelque chose est en train de bouillir quelque dans un coin dans un coin encore valide du cerveau mais que je ne suis pas encore capable de dire. C'est ni peut-être de dessiner, mais je vois quelque chose, je pense quelque chose et et à force évidemment, j'ai l'habitude donc je sens arriver le truc comme ça et du coup, j'aime beaucoup aller sur les sites et alors au contraire maintenant vieillissant, j'y vais un peu plus tôt qu'avant, heu parce que j'ai un peu un bagage quoi. J'ai un peu Bien sûr. des Expérience. j'ai suffisamment de paires de lunettes avec moi pour regarder avec les bonnes, et d'être plus précis, plus juste, plus pertinent. Et ça c'est extrêmement important. Alors, je suis toujours surpris en allant sur les sites. C'est jamais comme j'ai vraiment cru. C'est plus grand, plus petit, on perçoit différemment et on perçoit beaucoup de choses. Je crois que j'ai un œil un peu formé, quoi, à force d'expérience. C'est pas une question de don de la nature, c'est l'entraînement et je commence à avoir un œil et je sens la dimension des choses, je sens un peu le caractère des choses. Et alors, pour ne pas parler de moi, mais des autres, je vois bien que des bons architectes avec qui je travaille sont souvent ceux qui ont une, plus grande sensibilité que d'autres. C'est-à-dire qu'ils sont tout le monde peut dessiner très bien, tout le monde peut avoir des ingénieurs formidables et puis il y a ceux qui font le truc qui a un sens là où il arrive, qui a une justesse, qui a une pertinence par rapport à un lieu et c'est lié quand même à une sensibilité. C'est pas comme tout le monde, il y a quelque chose en plus, quoi. Ils sentent quelque chose en plus. Donc c'est une réalité, hein, je veux dire, on travaille des dizaines d'années avec certains architectes très célèbres. Ils sont célèbres pour des tas de raisons, mais entre autres, selon moi, parce qu'ils ont une sensibilité un peu particulière, quoi. Il y a un truc, quoi. Ils sentent quelque chose dans la réalité que tout le monde ne voit pas. Après, ils savent quoi en faire, bien ou mal, mais la sensibilité, ça compte. C'est hyper Voilà. important. Donc on sort de l'aspect technique là, on est dans le sensoriel, c'est ça? Dans la Oui, sensibilité? la sensibilité, c'est comment on voit les choses, comment on comprend le caractère d'un lieu. Alors c'est beaucoup par comparaison avec d'autres. C'est pour ça que c'est des métiers où il faut, voyager tout le temps pour voir d'autres choses et aussi pour comparer les choses entre elles. Moi, j'ai besoin de retourner beaucoup de fois sur le même lieu parce que chaque fois on précise le sens de la dimension et surtout et encore une fois, alors moi, soit je suis pas bon pour ça, mais en tout cas, je suis très souvent surpris. Je retourne et je me dis: «Ah, c'est pas comme j'avais vu, c'est un peu plus grand». Alors je sais pas si ça vous arrive à vous, mais même dans des lieux qu'on connaît très bien, il y a des jours où on voit un truc qu'on n'avait pas vu pendant des années et qui est énorme Est-ce et je que trouve que c'est très intéressant la perception du réel et j'ai écouté un peu des discours de psychosociologues, je sais pas très bien quelle est leur, discipline, j'ai oublié, mais de personnes qui expliquaient, comment on perçoit et quelqu'un expliquait qu'on perçoit tout très approximativement et qu'après on précise. Mais qu'au fond, on se satisfait d'une perception très approximative des choses, qui ne nous paraît pas incohérente, qui nous paraît, complète et en fait, elle est approximative et après on précise, des choses et il y a des choses qu'on voit précisément, d'autres moins. Pourtant, on a une image homogène des choses, mais elle ne l'est pas. On croit qu'on voit d'une manière homogène. Mais il y a des tas de choses autour de nous qu'on voit pas bien ou qu'on occulte et ça, je trouve ça assez fantastique, mais dans nos métiers, on a l'obligation d'avoir une certaine maîtrise de ça parce que sinon, ouais, on fait des bêtises. il y a cette notion aussi de saison. Je veux dire quand on arrive sur un site, suivant la saison, la lumière va être différente, les Ah oui. végétaux en place vont être complètement différents. Est-ce que ça joue? Est-ce que, est-ce qu'il y a des moments propices
pour visiter un site? Heu, il en faut plusieurs, quoi. Parce que comme dit, un jour peut arriver, il fait pas beau, il fait gris, les gens dans le métro, tirent à la gueule, ça va pas, du coup, vous voyez le site comme une horreur et puis un jour vous êtes, pleine forme, tout est formidable, donc oui, il faut y aller plusieurs fois, mais cependant, quand je dis ça, je crois qu'on est aussi, nous, un peu condamnés à l'optimisme. Heu, C'est-à-dire on doit avoir ce que des sites peuvent donner, quoi. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quels sont leurs atouts? Quel est leur potentiel? Comme on dit, nous, on doit être optimiste, sinon c'est pas la peine, quoi. Donc on essaye d'extraire de chaque endroit son essence et ce qu'il a voilà, son potentiel. Qu'est-ce qui peut être qu'est-ce qu'il y a de bien? Et c'est parfois surprenant. Moi, j'étais avec l'architecte Rem Koolhaas, qui travaille souvent. Et une fois, on était aux États-Unis, et on devait transformer un endroit à Dallas avec des tas de parkings. Alors moi, je trouvais ça, le dimanche matin, un mauvais petit déjeuner, je trouvais tout insupportable, moche. Et puis à un moment, elle me dit: «Bah oui, tu trouves, tu es sûr?» Et du coup, je me suis mis à regarder, je dis: «Pourquoi il dit ça?» Donc j'ai commencé à regarder autrement et c'était fascinant, c'était très beau, effectivement. Donc effectivement, il faut quand je parle de cette sensibilité, c'est aussi cette capacité de voir la beauté. Et peut-être se défaire des a priori qu'on pourrait avoir, suivant le contexte. Complètement, oui. Tout à fait. Et ça, vous avez raison, c'est le grand danger, c'est, j'ai tout vu, je sais tout, et la sécu, ça marche pas, c'est pas bon. Et là, on voit rien si on pense ça, ou on fait un truc pas du tout intéressant. Donc effectivement, il faut garder, enfin, faut garder, on fait comme on peut, mais c'est bien quand on sent qu'on a encore cette sorte de curiosité et d'éveil et alors pour ma part, pour l'instant, ça va. Voilà, mais c'est un vrai sujet on peut s'interroger tout le temps. C'est-à-dire si quelqu'un dans nos métiers devient blasé, c'est catastrophique. Ça peut pas marcher, quoi. Il faut avoir cette naïveté, cette candeur, sur un site quelconque, de voir, ce qu'on peut en faire et ça m'est arrivé de faire visiter des chantiers, à peine finis à des gens, il y a des gens comme ça, on a tous dans ses amis, dans ses proches, des gens un peu, sceptiques comme ça ou, des gens qui doutent, enfin qui doutent, enfin qui oui, sceptiques, dubitatifs, je sais pas et tout d'un coup, je voyais dans le regard de ces personnes, heu espèce de: «Ah bon, c'est ça, quoi? C'est que ça?» Évidemment, on avait des tas d'arbres, il fallait juste attendre une petite cinquantaine d'années qu'ils deviennent corrects. Vous m'entendez? Parce que le micro est Oui, pas du tout à côté de oui, moi. oui, oui, je vous entends très bien, ouais. Tout à fait. Donc il y a que ça qui marche ici, le micro, mais pourtant il y a 2 mètres, j'ai pas fait attention. Mais en tout cas, oui, nous, on trouve toujours que ça que on voit que ça va être bien, quoi et c'est vrai que souvent, la fin d'un chantier, c'est terrible. Chaque fois qu'on inaugure, je dois bien avouer que je suis malheureux parce que c'est tellement loin encore de ce que je vois, de ce que j'imagine. Donc pour moi, chaque inauguration et j'en ai une samedi, j'en ai souvent évidemment, hein et alors tout le monde est content, la chose est finie, on peut commencer à l'utiliser, mais au début, c'est moche, quoi. C'est très dur. Donc pour moi, ce décalage entre l'image que je me fabrique et le réel, le temps qu'il se met en place, c'est toujours douloureux. Et comme c'est lent et que la vie d'un homme, c'est pas très long, Mmh. c'est un peu à vie, quoi. On est toujours en décalage. Les choses que j'ai fait, disons les premières choses ont peut-être à peu près une trentaine d'années, il y a des trucs qui commencent à être bien, mais 30 ans, c'est pas grand-chose non plus. Les beaux parcs ont des siècles. C'est donc 30 ans, c'est encore une chose en gestation de toute façon. La mission que vous avez finalement, c'est d'accepter de réaliser un projet qui sera vraiment mature après notre vie. Enfin, ça Longtemps après, longtemps longtemps après. Ouais, tout à fait. s'il a perduré, si on n'a pas construit une autoroute et des tours Ah oui. dessus, enfin, oui, oui, donc on verra c'est pour ça que j'ai fait 600 projets, je crois qu'il y en a 150 de construits peut-être ou un peu plus et on verra. Dans tout ça, il y aura bien 2-3 trucs qui restent. En Exactement. tout cas, quelques dizaines de milliers d'arbres sûrement, peut-être pas à l'endroit où j'ai cru qu'il serait bien. Excellent. Non, c'est un métier qui oblige à oui, à accepter le temps, à accepter la durée de la vie aussi. Je veux dire, on sait bien, comme vous le dites, qu'on ne voit pas ce qu'on fait, on ne voit pas tout ce qu'on fait, donc on comprend bien à quel point ce que l'on fait n'est qu'un moment
dans l'histoire d'un territoire, dans l'histoire d'une ville, tout comme nous sommes à un moment, de l'histoire de ces villes, et nous, on se rend bien, bien compte, quoi, tous les jours. Donc on est entraîné, au fond, c'est plutôt ça. à On se cette fait pas notion. d'illusions, quoi, on voit. Bien sûr. Moi, j'ai un ami dernièrement qui me disait que, il se posait la question, cette attraction que j'ai pour la nature en ville, est-ce que c'est pas finalement une volonté de retrouver le paysage de mon enfance, dans un environnement urbain actuel? Est-ce que vous, est-ce qu'il y a un paysage de votre enfance, en fait, qui hante d'une manière ou d'une autre, votre travail jusqu'à aujourd'hui? Ah oui, beaucoup, oui. Oui, je vous avais déjà parlé de la neige quand j'étais petit, je crois, dans Bien notre sûr. première conversation, donc la neige, c'est sûr, mais alors là, ça, c'est pas moi qui la plante. Hem, non, mais j'ai beaucoup vécu dans des régions, montagneuses, collinaires au moins. Il y a avec des horizons, j'ai déménagé 24 fois dans ma vie, donc pas partout dans le monde, mais j'ai quand même pas mal bougé, et quand même mon enfance et pas mal de moments de ma vie et une partie de ma vie maintenant, ça se passe avec autour de moi des montagnes ou des collines. Et une chose formidable quand vous avez des collines ou des montagnes, c'est ou quand on est enfant, à vélo par exemple, on part de chez soi, on va sur la colline et de la colline, on regarde chez soi. Vous voyez? C'est-à-dire que l'horizon vous appartient d'une certaine manière, et quand vous rentrez chez vous, vous regardez la colline, vous vous rappelez que vous étiez là et que de la colline, vous voyez plus loin. Heu et ça peut paraître bizarre, mais ça m'est souvent arrivé, quoi. Je me rappelle, peut-être je m'emmerdais adolescent, donc je prenais mon vélo, je montais, je regardais d'autres endroits que j'aimais bien, où j'étais déjà allé, pas un endroit où j'étais allé, je sais pas quoi faire, voilà, et du coup, il y avait un jalonnement du territoire par des souvenirs et par des lieux que je voyais l'un et l'autre. Donc une succession de lignes d'horizon, qui font penser qu'il y a autre chose qu'on connaît. Donc pas un monde clos, mais au contraire chaque point qui ouvre sur un autre point. Donc succession de lignes d'horizon, et l'espace n'est pas un espace clos. L'espace, même s'il a une limite par cette ligne d'horizon, on sait qu'il y a au-delà un monde possible, un monde qu'on a vu, et dans les parcs, c'est la même chose. Un parc qui serait vu comme une salle fermée, moi je repense le plus vite possible, je vous ai dit, moi je suis un amateur de paysages, de grands parcs, de jardins parfois. Quand ils jouent comme les jardins japonais avec ces notions d'horizons successifs, de lointain, d'ouverture, donc c'est des compositions qui pour moi sont très importantes parce que justement elles me elles m'inscrivent dans un territoire large, elles évoquent un ailleurs, des possibles. Donc ça, c'est pour moi, c'est très important. Donc je vis en ville, mais je vis en ville, là d'où je vous parle, j'ai la vue sur tout Paris, on a trouvé un endroit, et j'ai toujours habité dans des endroits plus ou moins bien, mais avec une vue, et encore aujourd'hui, je suis en train de chercher un petit appartement là aussi, là où j'habite, de temps en temps. Il est vraiment pas terrible, il a beaucoup de défauts, mais j'ai une vue sur les collines où je vais, et pour moi, c'est fondamental. L'appartement n'a pas beaucoup d'importance, mais son implantation dans le territoire en a, et ça, c'est vrai de mon métier, bien entendu. C'est toute cette mise en relation d'espace les uns avec les autres. C'est pour moi la chose, fondamentale, et aujourd'hui, grâce à tous nos moyens de simulation en 3 dimensions et cetera, on peut maîtriser ça beaucoup mieux parce qu'un plan finalement, ça dit pas grand-chose. Un plan montre des formes entre elles, pour un architecte, c'est plus facile parce que c'est des murs avec des portes ou des fenêtres, on comprend un peu comment on passe d'un espace à l'autre. Pour nous, on comprend pas bien parce que ça peut être lié à des pentes, ça peut être lié à des arbres. Les maquettes nous aident un peu, les vues en 3 dimensions nous aident beaucoup, mais moi, je suis très, très sensible à la composition, et donc je regarde beaucoup les projets, les parcs, par exemple, des Anglais comme Ritchie Brown, qui a travaillé au XVIIIe siècle en Angleterre, qui a fait 270 parcs, souvent transformés, mais qui avait une très grande maîtrise de c'est souvent des grands paysages, hein, de 2-3 kilomètres de long, et dans lesquels ils jouaient avec des bosquets en créant justement des lignes d'horizon successives, vous voyez, des points lointains, puis vous cadrez entre 2 bosquets, et cetera, et tous des parcours, et dans ces très beaux parcs, celui que je préfère qui s'appelle Petworth, il y a même pas un chemin.
c'est 3 kilomètres de long, des vallonnements, des bosquets et c'est sublime et c'est, alors c'est presque ça ressemble à un paysage assez normal d'une certaine manière, mais ça incite à la promenade, c'est incroyable et les chemins, c'est juste des coups de tondeuse dans la prairie, quoi Excellent. Et là, et c'est on est un peu en milieu urbain? On reste quand même dans un milieu, non, urbain? périurbain, périurbain. Périurbain. OK, très bien. Non, non, c'est en milieu urbain, c'est oui, le fait d'amener, des morceaux de nature, alors moi, je vous avais déjà raconté, ma grand-mère est ukrainienne, donc j'ai fait un petit jardin avec des bouleaux, avec, des couvre-sols. Donc le premier jardin qu'on m'a demandé, c'était Renzo Piano, pour ça s'appelle le square des Bouleaux à Paris, une cour qui fait 60 mètres par 20 mètres environ et du coup, j'ai fait comme j'avais fait pour ma grand-mère, j'ai fait un rouet de bouleau, vu que je connaissais le truc et c'est bon, c'est un lieu qui est pas mal, hein, ça il y a 40 ans, mais il est toujours, pas mal et j'étais très attaché même à ses récits, sur le boulot, sur ces plans de reconquête justement et toutes ces forêts urbaines justement dont on a fait la charte à Paris, ont un peu une dimension de reconquête, c'est-à-dire de reconquête au sens écologique, hein. Ces végétaux qui, après une situation d'abandon, ou de défrichement justement, ou d'agriculture ou d'incendie, sont des plantes pionnières qui, se réinstallent dans un territoire, qui réinstallent ensuite toute une série d'états et j'aime bien les plantes pionnières, les saules, Ouais, les bouleaux, c'est un peu bête parce que l'avantage, elles poussent vite, donc on les voit vite. Après, faut les mélanger avec d'autres choses, si on veut que ça dure, ça arrive tout seul dans la nature. En ville, il faut aider un peu, les processus évidemment. Il faut aussi planter des arbres de longue durée. forcément, tout à fait. Hem, Si aujourd'hui un jeune nous écoute et se dit, «Je veux consacrer ma vie à transformer la ville par le paysage», quels conseils vous lui donneriez, pour commencer au bon endroit et au bon moment? D'abord, je l'encouragerais. Je dirais que c'est vraiment une excellente idée. Ce sont des métiers fantastiques qui d'ailleurs se développent beaucoup, puisqu'on vit tous de plus en plus dans des villes. Ça, tout le monde connaît le phénomène et que ces villes, ne peuvent pas être que l'addition de moments hasardeux. Il faut que ce soit maîtrisé et effectivement, beaucoup de projets aujourd'hui contribuent à transformer, améliorer ces territoires pour réintroduire justement, présence de la géographie naturelle, une présence de nature, une meilleure gestion de l'eau, de la température, du vent. Donc c'est un métier qui est passionnant et qui a toutes ses chances dans l'avenir évidemment. Je veux dire, c'est un métier utile, on peut dire. C'est pas je veux dire, c'est bien entendu la dimension esthétique, m'anime beaucoup, mais il y a aussi une utilité. Heureusement, on sert un peu à quelque chose, même si c'est moche, au moins ça arrange un peu les choses. C'est souvent moche, bien sûr, mais donc je l'encouragerais vraiment, hein. Je l'encouragerais peut-être à voyager beaucoup. C'est-à-dire à voir des choses, à voir ce qui existe, comprendre, aller voir, des choses qui ont été réalisées, enfin se faire l'œil. C'est sûrement le plus possible, sans non plus, se laisser, déborder, aveugler justement, par des choses qui après peuvent paralyser. Si c'est Renzo Piano qui disait souvent, il dit: «Pour faire des projets, il faut être un peu bête». Parce que faut pas être trop intelligent non plus. C'est-à-dire que si vous posez toutes les questions en même temps, vous êtes totalement paralysé, bien sûr. Heu, donc il faut avoir une sorte de fraîcheur tout de même et de légèreté, sinon on n'arrive pas Un peu de naïveté peut-être aussi? oui, bah, c'était l'histoire de tout à l'heure, c'est on fait des hypothèses et il y a des chances que pas mal de ces hypothèses soient pas très intelligentes, soient mauvaises même. Mais il faut quand même avoir le culot de les avoir, quoi. Il faut donc il faut voir beaucoup de choses et tout en restant, je crois, léger, le plus léger possible, le plus frais possible pour, voilà, avoir essayer des choses, donc il faut voilà, après il y a des écoles, les écoles sont toutes assez bonnes, hein, je pense. Oui, il y a pas des mauvaises écoles, je veux dire, je crois pas que ça existe vraiment, parce que les profs sont des gens souvent très engagés, faut avoir envie, ils ont envie, ils aident, donc je crois que les écoles sont bien et les enseignants vraiment, ce sont des gens généreux. Il faut avoir, l'énergie, faut consacrer du temps aux étudiants. Voilà, pour moi, c'est voyage et tout en restant léger. C'est voyage et fraîcheur.
Ouais, je comprends, ouais, Donc avoir une culture, quoi, une très grande culture, visuelle des choses, avoir essayer d'être dans les choses, de voir, d'y vivre un peu si possible. C'est bien de vivre un peu, de passer du temps dans les choses et de ressentir vraiment et rester et avoir confiance en soi, dans la capacité à émettre des hypothèses, quoi, dans sa méthode. je comprends. En faisant une recherche pour revenir sur Frédéric Law Olmsted, un de vos personnage qui a inspiré votre travail, je me suis aperçu que lui-même avait été inspiré par les naturalistes comme, Thoreau, Oui, des pères de la littérature, nature writing. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré? Parce que moi, je suis assez fan de cette littérature. Est-ce que c'est quelque chose qui oui, vous a inspiré, en ayant habité aux États-Unis? oui, ben, moi j'allais le soir à Weden Pond, là où justement Thoreau avait sa cabane. Il a vécu 2 ans, je crois, dans une cabane. Alors, dans le texte, on imagine un truc, extrêmement reculé, l'ermite isolé. Bon, c'est quand même pas super loin de Harvard, hein. Je dirais que même un bon cycliste y arrive assez facilement, un gros marcheur y arrive aussi. Et puis il y avait déjà des transports, donc il y a un peu, je crois, évidemment, embellissement. Un mythe qui est tourné autour de ça? Oui, l'isolement était tout de même tout relatif, mais j'ai vu sa cabane qui a été reconstituée d'ailleurs, c'est pas c'est pas vrai. Il y a un endroit et puis une cabane aussi j'ai lu pas mal de ses livres en marchant, ouais, c'est ça, non, il me semble, non, mais tout comme chez nous, Rousseau, enfin tout, oui, comme les naturalistes, bien sûr. Il y a aussi Emerson, le philosophe, aux États-Unis, qui était aussi ce qu'on appelait des transcendantalistes, donc il y avait bon, c'est des naturalistes, on m'expliquait, quoi, comme Rousseau, mais plus pragmatique peut-être, plus comme ça, des choses, alors il y avait un engagement politique, hein, chez Thoreau aussi, c'était des gens qui avaient une vision, assez novatrice en termes de société, dans une société américaine au 19e qui ne devait pas l'être trop, hein. Donc ils avaient cette vision naturaliste, c'était aussi une vision sociale, une vision politique qui évidemment aujourd'hui est une chose un peu plus, partagée. Enfin évidemment, c'est des idées qui sont déjà anciennes. Très bien. On a toujours un rituel en fin de d'épisode, c'est, à savoir si vous deviez convoquer, 2 personnes vivantes ou disparues pour une marche de 2 heures dans une de vos réalisations, un de vos projets, qui inviteriez-vous et heu et pour quelle raison? Mmh. Bah, mon père, Je peux me permettre de vous demander pourquoi? parce qu'il est mort il y a 30 ans, mais parce que j'aimerais qu'il voie ça, mais Ouais, il n'a pas eu le temps de voir ça. qui voient vos réalisations, je comprends. Et est-ce qu'il y aurait une deuxième personne auquel vous pensez ou Oh non. non? C'est très bien, Non, parfait. je comprends votre rituel, mais non, moi ça c'est difficile et cette, peut-être justement, je vous disais que ce métier nous donne une conscience du temps, permanente. Bien sûr. On n'est pas dans l'abstrait, on est toujours dans des choses liées au temps. On l'a dit, les saisons, la croissance, la lenteur des projets, ce temps qui nous donne la mesure de nous-mêmes et de nos proches et des personnages autour de nous. Donc c'est à la fois passionnant, mais aussi, heu, pas si facile, humainement Oui, à bien sûr. digérer. Donc quand on évoque des personnages comme ça, c'est difficile, oui, d'y penser sereinement. Mais bon, pour être un peu moins, pathétique, je dirais non, par exemple, c'est vrai que j'aurais beaucoup de curiosité, aujourd'hui, je suis vraiment très intéressé par ces projets du 19e siècle, ceux de Capaldi Brown, en Grande-Bretagne, hein, en Angleterre, et j'avoue que je suis assez épaté par, la façon dont ils composaient et j'aimerais comprendre comment ils faisaient, quoi. Ça me passionnerait. Par exemple, ces parcs anglais pour répondre du coup, plus simplement, quand j'étais jeune et encore plus quand j'étais étudiant, ils m'intéressaient pas du tout. Je pensais c'était je les avais un peu catalogués comme, des jardins pittoresques, pas très intéressants, sans aucun rapport avec, quelque modernité que ce soit
Et aujourd'hui, étant un peu plus relax, j'en vois beau vraiment les qualités énormes, les qualités spatiales que je décrivais tout à l'heure et donc j'aimerais beaucoup, je suis impressionné sur la maîtrise qu'ils avaient. Je comprends qu'ils avaient des moyens très physiques, hein, je pense pas qu'ils se posaient des questions dingues, Ouais. ni qu'ils avaient des outils sophistiqués. Il fallait avoir l'œil quoi, d'une certaine manière. Ils avaient l'œil et j'aimerais beaucoup comprendre comment ils faisaient quoi, et comment ils voyaient. Ça m'est arrivé plus jeune, justement, quand j'ai travaillé évidemment avec des confrères, même avec les architectes, je faisais piano, puis Courajou, Michel Courajou, vraiment mon père spirituel. Et lui, on était dans des endroits quand j'étais stagiaire, comme ça, on allait visiter des sites, c'était notre question tout à l'heure. Et je voyais qu'il voyait. Et moi, à l'époque, je voyais pas encore très bien. Et je voyais qu'il sentait, qu'il avait une idée, ça venait, quoi. Il avait une intuition. Et c'est vrai que ça, cette magie un peu finalement, j'aimerais, interroger ceux dont je pense qu'ils avaient un talent particulier dans la perception de l'espace et dans la perception de ce qu'ils pouvaient modifier. C'est quand même assez, assez puissant parce qu'on imagine bien que ces personnes-là avaient, voilà, quelque chose au niveau du sens qui était beaucoup plus développé. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on est plus, plus proche de la nature, de l'animalité, de ce qu'on peut ressentir, dans ces espaces et qui va cultiver un peu notre intuition? Il y aura un peu de ça ou pas, à votre sens? Oui, c'est vrai et justement, c'est marrant parce que le travail de plus en plus la perception de l'espace est vraiment évidemment une chose importante quand on prétend faire, ce qu'on fait et ça demande un peu de réflexion quand même, et on a tous été, je le disais tout à l'heure, aveuglés par les plans. En plan, on pense qu'on a compris comment c'est fait et puis en vrai, c'est pas comme ça. On ne sent pas l'espace comme ça et on travaille un peu avec des sociologues maintenant qui nous aident à comprendre parce qu'ils ont enquêté, parce que sur le comment on perçoit l'espace et il y a un côté animal justement, très intuitif. Par exemple, on tourne, je sais pas, tout le monde qui a eu un chat, si vous balancez un chat dans une pièce, il commence à faire le tour tout de suite. Il fait tout le tour, il regarde par où il peut partir, par où il peut se cacher, de et on est un petit peu comme ça quand même. On tourne autour des choses, on a besoin de enfin, moi j'ai beaucoup j'ai eu des chats, je regarde beaucoup les chats parce que peut-être ça m'a déformé, mais ils ont cette façon à un moment, on avait un chat qui voyageait avec nous, donc il est allé dans des hôtels, tout ça, donc ce chat a dû devenir complètement dingue, j'imagine, mais en tout cas, il était entraîné à trouver ses repères, d'une manière peut-être pas tout à fait normale pour un chat, mais il le faisait vite et je regardais beaucoup comment il faisait. Et donc le fait de faire des boucles, alors par exemple, les sociologues disent: «Quand on fait un parc, c'est bien qu'il y ait une boucle à l'extérieur». C'est vous arrivez à faire le tour, quoi. Vous tournez autour, vous savez où est le parc parce que où que vous arriviez, vous savez que vous pouvez tourner autour. Faut faire une boucle interne, c'est-à-dire dans le parc, vous tournez autour et puis il y a des lieux de passage entre cette boucle intérieure et cette boucle ex alors la boucle, elle est pas circulaire, elle peut être complexe, Bien sûr. mais il y a on se fait une image mentale parce qu'on arrive à tourner pratiquement autour, dedans, dehors. On sait où sont les passages et on sait que, par exemple, on se dirige vers cette boucle dedans et si on va sur le long de la boucle, on va trouver une porte et quand il y aura cette porte, eh bien, on sera sur la boucle extérieure, donc on va retrouver les rues et à l'intérieur, on essaye d'avoir des liens pour traverser entre la boucle. Il faut pas qu'il y ait des cul-de-sac, sinon on est perdu et du coup, on fait revoir nos plans par une sociologue suisse et oui, qui d'un coup nous pose des questions qui nous surprennent sur comment ça va être perceptible. Là, elle nous dit: «Non, non, faites pas ça, ça on va plus comprendre quoi. Ça va être on va s justement l'image mentale va être complètement, heu, Biaisé. Mmh. inopérante et on sera pas bien, on se sentira pas bien». Donc je ne sais plus à quelle question je répondais, mais Oui. effectivement le côté animal, c'est ça que vous disiez. Donc il y a dans cette capacité à sentir les lieux, oui, probablement des choses, très archaïques en tout cas, en nous, hein, des choses de la petite enfance, comment est-ce on appréhende l'espace en touchant, c'est très, très important, hein, ça. Bah, écoutez, merci en tout cas pour toute, cette richesse.
Non, mais c'est des jolies questions, merci. Je vous avais déjà dit, j'étais impressionné par vos questions. Vous avez l'air d'avoir bossé, de très bien connaître, votre sujet Je sais et pas. j'ai écouté d'autres choses que vous avez faites que je trouve très, très bien, donc je vous encourage, vous aussi, parce que c'est magnifique de faire ça et et alors je suis curieux de voir comment vous allez réussir à vous débrouiller de tout ce qu'on s'est raconté, quoi. Je C'est croise. des questions qu'on m'a rarement posées, comme vous les posez, franchement et merci. Bah, écoutez, avec plaisir. Je suis vraiment ravi et je suis flatté. Ah bah, l'idée, c'est d'aller un peu sur des sentiers, qu'on n'a pas trop explorés et enrichir un peu cet univers du paysage, de la nature en ville. Enfin, il y a peut-être tellement de choses à faire et tellement de transversalité dans ce Non, c'est domaine bien, qu'il faut ouvrir de nouvelles voies, quoi. Si on peut. non, bravo, en effet, ouais et c'est vrai qu'il y a tellement peu de aujourd'hui, vous voyez, la conversation qu'on a, on devrait l'avoir avec des journalistes des revues d'architecture tout le temps. Ça n'arrive plus parce qu'il y a plus d'argent, parce que et ça n'arrive plus. Du coup, c'est de l'autopromotion. Tout le monde dit, à quel point il est grand, beau et cetera, mais c'est pas très intéressant et il y a rarement des discussions ouvertes comme ça. Merci et à Et ben, bientôt. merci à vous et au plaisir de vous rencontrer, en tout cas. Merci, au revoir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des étoiles, 5 de préférence, sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, afin de ne rater aucun épisode, inscrivez-vous à notre newsletter, newsletter.dailygreen.fr. Prenez soin de vous.